En tournée aux États-Unis, le chef du gouvernement n'a pas manqué de s'entretenir avec la diaspora installée dans le pays de l'oncle Sam. Sans détour, on le verra, toutes les questions liées à la situation nationale ont été évoquées par les uns et des réponses ont été apportées par les autres. Dès le début de ce journal, le point sera fait. Dans le Ouai, au Burkina, l'on donne de la voix quant à l'opération main propre du gouvernement de transition pour les partis de l'ex-opposition représentés dans cette partie du Burkina. Il faut que le gouvernement élargisse cette opération au nom de la lutte contre l'impunité. En Italie, la vague de migrants teste les limites du système d'accueil. Les gardes-côtes ont affirmé avoir secouru des centaines de migrants pendant que 11 000 autres ont débarqué sur les côtes en l'espace d'une semaine. Une situation qui préoccupe les autorités italiennes qui accusent l'instabilité en Libye, terre de transit des migrants. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles aux 20h de la télévision du Burkina. Et nous commençons cette édition avec la tournée du Premier ministre aux États-Unis. Après Miami et Washington, c'est à New York que la délégation burkinabé séjourne depuis la nuit dernière. Yacouba Isaac Zida a tout de suite été reçu en audience au siège de l'Organisation des Nations Unies. Les échanges avec le vice-secrétaire général de l'organisation onusienne ont porté sur les réformes en cours au Faso. L'organisation des prochaines élections ne sont pas passées sous silence. Le point de cette audience avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Idrissa Serré. Aux Nations Unies, on a été attentif aux événements que le Burkina a vécu les 30 et 31 octobre 2014. Motif de satisfaction, le pays des hommes intègres s'en est sorti de façon honorable. Le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Jean Eliasson, très décontracté, a reçu le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Avant tout, un signe de gratitude aux autorités de la transition. Elles ont besoin du soutien de la communauté internationale car le chemin vers le bout du tunnel semble long. Aussi, les Nations Unies, on le sait, sont attachées aux principes de paix, de sécurité, de stabilité et de démocratie dans tous les pays. À travers les échanges avec l'adjoint de Ban Ki-moon, on l'imagine, les questions de l'inclusion et de l'organisation des prochaines élections ont été abordées. Du reste, il ressort de cet entretien que les Nations Unies renouvellent leur accompagnement à la transition, encouragent le dialogue et apportent leur soutien à l'organisation des élections au Burkina. Plus qu'une tradition, les échanges avec la diaspora dans les pays visités par les autorités burkinabées s'avèrent nécessaires. La soif de savoir ce qui se passe dans leur pays d'origine prime et à Washington, le chef du gouvernement a fait carte sur table. Sans langue de bois, plusieurs sujets ont été abordés au cours du face-à-face entre le et la diaspora burkinabé. Le point toujours avec Souleymane Sanou et Idrissa Serré. Ils sont venus des États les plus éloignés comme le Texas pour écouter le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, avant de passer la parole à la diaspora de la région de Washington, qui manifestement avait soif d'informations. Le Premier ministre a rassuré les uns et les autres sur la situation au pays. La transition déroule sereinement son agenda et les acteurs s'emploient à mener le processus à bon port. Les organes que nous avons prévus dans le cadre de la transition, en tout cas, sont totalement mis en place. Donc, le gouvernement travaille depuis le mois de novembre. Le CNT également, dans la même période, a commencé à travailler. Le dernier organe que nous avons mis en place, c'est la commission de réconciliation et des réformes. Bon, à ce niveau aussi, les choses ont démarré. Ils ont 5 mois donc pour déposer leur rapport. Nous avons pu parvenir donc avec l'ensemble de la classe politique à une date pour les élections. C'est la date du 11 octobre. Bien qu'éloignée de la mère patrie, la communauté burkinabé de la région de Washington s'est montrée au parfum de l'actualité. C'est sans détour qu'elle a abordé tous les sujets. La transition en question, le nouveau code électoral et les interprétations irrélatives, la justice, les élections présidentielles et législatives. Dans un langage franc et direct, le Premier ministre a apporté des réponses à toutes les préoccupations. Pour lui, le nouveau code électoral n'a pas pour vocation à exclure quelqu'un. Ceux qui se sentent visés ont la possibilité de saisir les instances judiciaires.
Les élections seront organisées à bonne date. Sur les dossiers pendants, la justice fera son travail en toute indépendance. Un message bien accueilli. Bon, nous avions donc des préoccupations sur la gestion de cette transition. Nous avions donc des préoccupations sur les élections futures. Nous avions eu donc des préoccupations même sur la participation des Burkinabés de l'étranger. Et à l'heure actuelle, nous pouvons dire que toutes ces réponses ont été données et elles sont satisfaisantes. La première chose que j'ai retenue, c'est leur franchise. Parce que quand même, voir des autorités qui viennent dire ce qu'ils ont dans le cœur et ils demandent à la population de répondre à bâton rompu, pas de tabou. Mais franchement, j'ai apprécié son geste. Seulement, ils ont encore du travail à faire. Déjà, le grand pas est déjà fait, mais ils ont encore du grand travail à faire. Chacun a une responsabilité dans la réussite de la transition. C'est pourquoi la parole a aussi été donnée au président de la CENI, au ministre en charge du budget et au ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour donner des précisions sur certains aspects relatifs à leur département. Ils étaient 2 ministres appelés à la tribune de l'hôtel du député pour répondre aux préoccupations des députés du Conseil national de la transition. Celui en charge de l'administration territoriale était interpellé sur la question du statut des chefs coutumiers. Et le chef du département des enseignements supérieurs et secondaires, lui, portait la casquette du ministre de la Justice. Les députés ont voulu en savoir donc davantage sur l'évolution des dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, ainsi que les récents crimes du 31 octobre 2014. Amandine Lalsada. Auguste Denise Barry et le professeur Filga Michel Sawadgo sont chargés de répondre aux préoccupations des députés relatives au statut des chefs coutumiers, à l'évolution des dossiers pendants en justice et au délestage. Le gouvernement a octroyé à la Sonabel une subvention de 4 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un stock pour faire face aux besoins de production d'au moins 10 jours. Une requête a été formulée à la CEDEAO dans le cadre de son financement des mesures d'urgence pour le secteur de l'électricité, afin de reconstituer le stock de sécurité de la Sonabel pour lui permettre d'assurer une autonomie de fonctionnement de 3 semaines au moins. La Sonabel dispose à ce jour d'une capacité de stockage d'environ 20 jours. Aussi, afin de passer à une capacité nette de stockage d'au moins 30 jours, une requête a été adressée au fonds de l'OPEP. Et sur le statut des chefs coutumiers, le ministre en charge de l'administration territoriale répond par l'affirmative. Celle-ci figure en bonne place parmi les activités prioritaires de l'année 2015 et vise à établir un état des lieux exhaustif et une cartographie d'ensemble de la chefferie coutumière sur toute l'étendue du territoire et susciter la réflexion des acteurs en vue d'aboutir à l'élaboration d'un statut précisant la place et le rôle de la chefferie coutumière dans l'État et éventuellement les avantages qui pourraient être accordés aux chefs traditionnels en compensation des missions qui leur seront dévolues. Les objectifs visés sont, premièrement, de recenser toutes les chefferies coutumières et traditionnelles dans les 45 provinces du Burkina Faso. Deuxièmement, de recueillir les avis des chefs coutumiers sur leurs attentes sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle à mettre en place. Et troisièmement, enfin, organiser le Forum national sur la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso à bonne date avant la fin de la transition. Pour sa part, le professeur Filga Michel Sawadgo est revenu sur les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo. Des dossiers de crimes de sang, tels que l'affaire Norbert Zongo et les autres affaires Thomas Sankara, Dabo Boukari, Nébié, Flavien, Salifou, Nébié, l'affaire Guiraud, montre que l'instruction de ces dossiers connaît une évolution que l'on peut juger acceptable. Peut-être qu'on aurait quand même préféré que ce soit encore mieux que l'état actuel. Le député Kazmi Sawadgo a attiré l'attention du gouvernement sur le manque d'informations sur les crimes commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les instructions ont été données au procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou en vue de faire le point sur l'état d'évolution des dossiers en instance, notamment les crimes et délits sur les personnes et les biens commis lors de l'insurrection populaire et les découvertes macabres au domicile de M. François Compaoré.
Ces réponses des ministres du gouvernement Zida ont suscité le débat à l'hémicycle. Ils ont promis par ailleurs d'y revenir pour apporter plus d'éclaircissements sur les préoccupations des députés du Conseil national de la transition. Nous restons dans les locaux du Parlement de la transition pour découvrir ce qui s'est dit entre le président de l'institution et l'ambassadeur de Chine-Taïwan. Les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été invoqués, ainsi que la prochaine visite de Shérif Sy à Taïwan sur invitation de son homologue. Suivez plutôt les propos du diplomate à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Anna Lucie Kéré. Notre gouvernement a déjà commencé à préparer sa visite. Donc je viens lui dire un peu de briefing, ce que le programme qu'on va arranger et s'il y a certaines conditions spéciales qu'il souhaite. Donc on vient discuter, échanger des idées avec le président du CNT. Cette visite aura donné une occasion au président du CNT à mieux connaître la République de Chine, Taïwan. Lui, il va rencontrer aussi son homologue, le président Wang du UN législatif. Bien sûr, il va apporter comment renforcer davantage la coopération entre les deux parlements. Je vous l'annonçais en titre, la sortie médiatique de la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé avait un but, celui de se positionner sur la situation socio-politique actuelle. La coordination, pour ce faire, affirme son soutien et son accompagnement aux autorités de la transition. Elle émet tout de même des préoccupations quant à la lutte contre l'impunité engagée par le gouvernement. Ahadi Sandamba, reportage. C'est la toute première sortie médiatique de l'année 2015 pour la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé. Une conférence de presse pour donner sa lecture de la situation socio-politique actuelle du Burkina Faso. Il s'agit là pour Moussa Zerbo et ses camarades de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Il convient de noter que l'insurrection populaire qu'a connue notre pays visait à mettre fin à un pouvoir à vie, aux injustices et à l'impunité. Il est donc impérieux que les mesures entreprises ne soient pas discriminatoires, voire sélectives. Car nous pensons qu'il ne suffit pas d'être de l'ex-opposition ou y déposer ses valises pour échapper à la justice. Pour la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé, tout présumé coupable de malversation ou autre crime doit être traduit devant les juridictions. À ce niveau, l'arrestation des maires ne saurait se limiter aux seuls sortants pour mauvaise gestion. Nous estimons que ceux qui les ont précédés ne sont pas exempts de mauvaise gestion du foncier. À ce point de presse, l'adoption du nouveau code électoral a été saluée et à Moussa Zerbo d'en appeler au sens de responsabilité de tout un chacun. Pour lui, le fait que ce sont des individus qui soient frappés par la loi ne devrait pas poser un problème, car, renchérit-il, aucun parti politique n'a été écarté. À l'occasion, la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé demande également que les rapports de l'ASE soient examinés et mis en exécution. C'est le moins qu'on puisse dire. Le processus électoral n'est pas orphelin au Burkina. Dans la liste des partenaires qui l'appuient, il y a l'ONG suédoise Diakonia qui mène, entre autres, des actions pour la consolidation de la démocratie. C'est dans ce sens qu'elle a mis en œuvre un programme qui se matérialise par des visites de terrain, comme ici à Banfora, où l'ONG est allée apprécier le déroulement des opérations d'enrôlement. Les précisions de Draman Kaboré. Dans le but de relever les défaillances liées à l'opération d'enrôlement biométrique dans la Comoé, l'ONG suédoise Diakonia et ses partenaires ont sillonné les différents sites d'enrôlement de Banfora et ses villages environnants pour s'enquérir de l'état d'avancement des inscriptions sur les listes électorales et de l'opération de délivrance des pièces d'état civil. D'un site à l'autre, les visiteurs du jour ont pu se faire une idée du processus. Il y a toujours du travail à faire en termes de mobilisation, en termes même de visibilité des sites d'enrôlement, en termes d'implication de tous les acteurs, afin que la population sache qu'elle peut se faire enrôler et qu'elle doit se faire enrôler. Sur l'ensemble des sites d'enrôlement visités, il y a un faible taux d'affluence et de mobilisation des électeurs.
À ce jour, nous avons enrôlé 37 personnes, dont une personne pour le premier jour le 14. Et le deuxième jour qui était le 15, nous avons enrôlé 18 hommes et 8 femmes. Pour le président de la CEPI Comoé, la CENI et ses démembrements ont pris toutes dispositions nécessaires afin de favoriser l'opération d'enrôlement. Mais il reste que les autres parties prenantes doivent jouer leur partition. Parlant de mobilisation, je me dis que ça a un peu trait au rôle des partis politiques, au rôle des OSC. Ce n'est pas exclu que les démembrements aussi puissent jouer un rôle dans ce dispositif. Face aux défaillances, tous ont souhaité que la CENI intègre à nouveau des affiches, des banderoles dans sa stratégie de vulgarisation de inviter les joueurs, les partis politiques, les autorités coutumières et religieuses à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. La Commission nationale de la réconciliation et des réformes poursuit sa tournée auprès des leaders religieux. Nous nous intéressons ce soir à la visite effectuée à la communauté musulmane. Là encore, des bénédictions ont été demandées pour que la réconciliation des Burkinabés soit une réalité. Pouma Ernest Nebier et Claudine Bikaba nous donnent les détails de cette visite. La Commission de la réconciliation nationale et des réformes CRNR entame ses activités de réconciliation par des visites aux autorités religieuses. Après le cardinal, la commission était hier chez la communauté musulmane de Ouagadougou. Nous sommes venus solliciter donc les conseils pratiques de la communauté musulmane comme lieu d'inspiration de valeurs humaines, notamment sur les questions de vérité, de pardon, de justice et de réconciliation. Et ce qui unit les Burkinabés, c'est surtout leur foi en Dieu. Donc la religion comme facteur de ciment social, c'est aussi un facteur d'intégration. Et elle a plus d'un mot à dire sur les enseignements. Inciter les Burkinabés aux valeurs de dialogue. Il faut que nous retrouvions toutes ces valeurs de dialogue, de pardon, de justice sociale et d'unité nationale. Nous irons également rencontrer la communauté protestante. Pour la réussite de sa mission, la CRNR dit compter sur le soutien des autorités religieuses et sur la compréhension de tous les Burkinabés. Venons-en à ce point de presse animé par l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso, une conférence voulue pour apporter par exemple l'ouverture du concours professionnel des administrateurs civils à d'autres corps de métier, donc une conférence pour dénoncer cette ouverture. D'autres points de l'actualité ont aussi fait l'objet d'échanges avec les médias. Le compte-rendu de Amandine Lalsaga. Ces administrateurs civils, membres de l'UNABF, Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso, s'opposent à l'ouverture des concours professionnels des administrateurs civils à d'autres corps de métier. Pour eux, par cette décision, le ministère en charge de la fonction publique viole les dispositions en vigueur. Le décret ne prévoit pas de concours professionnel d'agents administratifs, mais de recrutement sur mesure nouvelle et sur titre. Le ministère en charge de la fonction publique organise un concours professionnel alors que ce n'est pas prévu. Il aurait fallu réviser le décret peut-être, mais pas violer le décret. Du reste, nous avons rencontré les services techniques du ministère qui ont reconnu que c'était illégal. La restauration de l'autorité de l'État également dans le viseur de l'UNABF. L'Union déplore des atteintes récurrentes à l'autorité de l'État. Il est donné de voir des citoyens auteurs d'actes d'autojustice, d'agression de personnes investies de l'autorité publique, d'incendie de bâtiments publics, de violation des règles régissant l'exercice des libertés publiques et de troubles récurrents à l'ordre public. À cela s'ajoutent des défis pressants tels que la gestion des conflits électoraux qui se dessinent comme pouvant être des plus difficiles en raison du caractère ouvert et passionné des élections à venir. Par conséquent, l'Union propose une batterie de mesures pour restaurer l'autorité de l'État. Le renforcement des capacités de l'appareil d'État, dont notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles de l'administration civile, le raffermissement de la crédibilité, de l'accessibilité et de l'indépendance de la justice. L'UNABF invite également la population au respect des lois et règlements en vigueur et à la culture de l'esprit de patriotisme.
Et on en vient aussi à cette installation du premier président du Conseil d'État burkinabé. Il s'appelle Souleymane Coulibaly. Il a sacrifié à la tradition en prêtant serment devant le président de la Chambre. Aussitôt, M. Coulibaly a pris l'engagement de traiter avec diligence les dossiers dans l'impartialité pour une meilleure image de la justice burkinabé. La cérémonie solennelle d'installation avec Estelle Judith Assogba. Souleymane Coulibaly est le premier président du Conseil d'État. Il a été nommé à la tête de cette haute juridiction de l'ordre administratif par les membres du Conseil supérieur de la magistrature le 26 mars 2015. Devant la grande famille judiciaire, les parents et amis, le nouveau président du Conseil d'État a été officiellement installé. Avec l'adoption récente du Pacte national pour le renouveau de la justice, le premier président du Conseil d'État mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. Nos priorités, c'est de rendre justice aux justiciables en traitant de façon rapide leurs dossiers qui sont à notre niveau, dans les meilleurs délais. Souleymane Coulibaly est magistrat du grade exceptionnel. Il remplace à cette juridiction supérieure de l'ordre administratif Vena Ouedraogo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, à qui un vibrant hommage a été rendu. Le Conseil d'État a pour mission d'émettre des avis sur les textes réglementaires lorsqu'il est saisi par le gouvernement et sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Il contrôle aussi l'égalité de l'action de l'administration. Il y a également du sang neuf à la tête de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin. Edouard Bouda est officiellement installé dans ses fonctions de directeur général et dit compter sur la détermination de ses collaborateurs pour mener à bien ce projet du gouvernement burkinabé. Le reportage de Abdelaziz Yagibou. Le vol à destination de l'aéroport de Doncin en construction change de chef d'équipage. Sous les acclamations des occupants de l'aéronef, Edouard Bouda s'installe officiellement dans le siège que lui cède Hippolyte Lengani. Âgé de 35 ans, c'est ce conseiller des affaires étrangères qui doit désormais donner le meilleur de lui-même pour assurer la bonne marche du projet de construction de l'aéroport de Doncin. Ce projet phare du gouvernement burkinabé vise à réaliser une plateforme aéroportuaire moderne de dimension internationale au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le financement est presque bouclé. Donc, le volet le plus important reste l'exécution même du projet. Chiffré à 368 milliards de francs CFA, le financement de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin fait appel à un partenariat public-privé. Pour ce qui est du financement extérieur, à ce jour, 80% des fonds auraient été mobilisés auprès d'une dizaine de bailleurs. À la date d'aujourd'hui, les études techniques détaillées ont été réalisées. Les logements, environ 2622, en vue d'accueillir les populations affectées par le projet, ont été construits et le déménagement des populations a démarré. Les voies d'accès au site de l'aéroport, au site aéroportuaire, sont en cours de construction. L'aéroport de Doncin intègre une base militaire dont les travaux coûteront 55 milliards de francs CFA. La composante civile, elle, nécessite une enveloppe de 312 milliards de francs CFA. Oui, au LMD, à condition qu'il soit revu. 2 syndicats d'étudiants rejoints par celui des enseignants ont demandé au gouvernement de mettre les moyens qu'il faut dans l'opérationnalisation du système licence, master, doctorat dans les universités publiques du Burkina. À Koudougou, ils ont, avec le ministère des enseignements secondaires et supérieurs, établi le diagnostic de la réforme, les recommandations formulées dans ce reportage que signe Isaïe Parkouda. Les acteurs du monde de l'enseignement supérieur en quête d'une bonne formule de mise en œuvre du système licence master doctorat au Burkina Faso. Introduite dans la politique éducative depuis 2008, cette réforme souffre dans son application, et cela lié à une incompréhension même des mécanismes institutionnels et juridiques par l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire. Cet atelier a donc permis de formuler des recommandations pour faciliter la mise en œuvre du nouveau format. Nous avons recommandé et fortement que l'enseignement supérieur soit inscrit comme une priorité nationale. Deuxième élément, c'est qu'il y ait la mise en place d'un conseil présidentiel pour l'enseignement supérieur.
un regard sur la question du financement qui reste vraiment posée. Ça, c'est pour ce qui est du gouvernement. Au niveau de notre ministère, c'est la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de nos travaux. Maintenant, pour ce qui est des universités, c'est la relecture de l'ensemble des textes fondamentaux de nos institutions. Et deuxième recommandation, c'est poursuivre et renforcer la sensibilisation, l'information et la formation de l'ensemble des acteurs. Les retards accumulés dans le déroulement des années universitaires, le chevauchement des années dans certains établissements, la disparité des présentations du diplôme LMD sont entre autres difficultés rencontrées. Ces recommandations seraient la potion si chaque acteur joue sa partition. Le rapport fera l'objet d'une communication orale en Conseil des ministres. Il y a des recommandations qui tendent à la mise en place des structures, de nouvelles structures de supervision, d'animation. Et ces structures-là aussi, certainement à partir du rapport en Conseil des ministres, pourront être mises en place. La mise en œuvre du LMD au Burkina Faso résulte de l'application des directives du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, s'inscrivant dans l'harmonisation avec les standards internationaux en la matière. Quant à son succès, le pouvoir politique a un rôle déterminant pour peu qu'il mette les moyens qu'il faut. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'ONG SOS Sahel et ses partenaires pour financer un projet d'intensification de l'assainissement familial. 12 communes réparties dans 2 régions du Burkina sont touchées par cette opération qui ambitionne résoudre le problème de l'assainissement dans les villes et campagnes du Burkina. Nous retrouvons Thierry Kimiloro et Francis Tien pour le lancement du projet Hanouna, c'est dans la Koussi. Selon une enquête nationale sur l'assainissement réalisée en 2010, 4 ménages sur 10 dans les hauts bassins et 7 sur 10 dans la boucle du Moun ont recours à la nature pour leurs besoins. La défécation dans la nature est donc une pratique courante dans ces 2 régions. C'est fort de ce constat et pour inverser cette tendance que l'ONG SOS Sahel, avec le soutien de ses partenaires financiers, a initié le projet d'intensification et d'assainissement familial dans 12 communes rurales des régions des hauts bassins et de la boucle du Moun. Il est prévu en termes d'investissement la réalisation de la traîne familiale et de puisards et le renforcement des capacités des communes pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'assainissement au niveau de leur territoire. Notre souci, c'est de contribuer au développement de la population. Donc toute initiative que nous essayons de promouvoir, c'est pour donner les moyens d'action à la population pour s'auto-développer. Un projet qui à terme concernera 10 240 ménages. C'est donc un ouf de soulagement pour les autorités des zones concernées. Dans notre région, seulement 1% de la population a accès à l'assainissement. Vous comprendrez que c'est vraiment une préoccupation majeure pour nos populations. D'un coût global de 2 milliards 186 millions de francs CFA, ce projet va durer 3 ans et demi. Il est financé à hauteur de 1 milliard 635 millions de francs CFA par l'Union européenne. Même si l'épidémie est en passe d'être circonscrite, il n'en demeure pas moins que la vigilance, elle, ne doit pas baisser. La maladie à virus Ebola risque à tout moment de ressurgir, en témoignent les nouveaux cas enregistrés en début de semaine dernière. Faire un bilan de la lutte et se préparer pour une riposte, c'est là tout l'enjeu d'une rencontre qui va se tenir à Ouagadougou du 21 au 23 avril prochain. Les précisions avec Draman Guéné. Une conférence scientifique sur la maladie à virus Ebola se tiendra à Ouagadougou du 21 au 23 avril prochain. C'est la révélation de cette conférence de presse organisée par l'Institut supérieur de sécurité humaine. Cette rencontre internationale va réunir autour d'une même table des spécialistes de la santé et des décideurs politiques de plus de 10 pays africains et d'ailleurs pour parler Ebola. Les objectifs de cette conférence, c'est de permettre de faire le point sur la réponse apportée à travers les différents pays affectés en Afrique de l'Ouest. Donc la réponse affectée à cette épidémie de virus Ebola et pouvoir capitaliser les leçons apprises, les bonnes pratiques pour servir à renforcer la riposte et la prévention. 4 panels sont prévus au cours de ces 3 jours de réflexion.
Des panels qui s'articulent autour de la maladie à virus Ebola, son impact sur l'économie et sa gestion. Il y a des experts qui vont venir exposer les résultats de leurs travaux. Et parmi ces experts, là, il y en a qui travaillent sur la question depuis des années, donc à travers l'Afrique, à travers les différents pays qui sont touchés. Et il y a certains aussi qui, depuis la crise de décembre 2013 en Afrique de l'Ouest, ils travaillent aux côtés de plusieurs autres experts avec lesquels ils ont eu à échanger, à se frotter, à échanger des expériences également. Ces organisateurs attendent de cette rencontre d'experts des recommandations qui vont permettre aux différents pays de renforcer leur système de santé et d'améliorer leurs dispositifs de prévention et de gestion d'épidémies. Prudence et vigilance sont les remèdes connus aux accidents de la route. Malheureusement, un triste constat a été fait par nos reporters sur la Nationale 14, Nouna Dédougou. Le vendredi 17 avril, un accident y a été enregistré faisant état de 3 morts et de 2 blessés. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités de ce drame. Le reportage de Siri Kimilogo et Paul Savadogo. Les raisons de cet accident ne sont pas encore connues, mais l'état du véhicule et l'impact des débris en disent long. De retour des funérailles de Barani en partance pour Bobo-Dioulasso, c'est ici à Barakui, dans la province de la Kossi, à 15 km de Dédougou, que leur course s'est arrêtée. 3 passagers, malheureusement sur 5, n'arriveront jamais à destination. C'est un véhicule qui revenait de Barani. Donc, arrivé au PK15, il y a eu dérapage et le véhicule s'est retrouvé, en tout cas dans le décor, et avec pour conséquence 3 morts et 2 blessés, évacués au CHR de Dédougou. En ce genre de circonstances, nous ne pouvons que rappeler aux usagers d'observer les mesures, en tout cas de prudence et de sécurité. Le haut-commissaire de la province de la Kossi, présent sur le lieu, dit être venu apporter compassion et réconfort aux familles endeuillées. En outre, il a profité, interpellé une fois de plus les usagers de la route pour que de tels drames ne se reproduisent. C'est vraiment déplorable que ce soir encore nous assistons à un triste événement. Chaque fois, on a toujours dit que la route tue. Malheureusement, aujourd'hui encore, la route a tué. Devant un triste événement, je voudrais interpeller, appeler vraiment, attirer l'attention des usagers sur le fait que la route tue, beaucoup de prudence et aller doucement pour pouvoir arriver en bonne port. Au moment où nous quittions les lieux, la gendarmerie et la police nationale procédaient au constat d'usage afin de permettre aux parents des victimes de procéder à l'enlèvement des corps. On ne le dira jamais assez, la route tue, beaucoup de prudence. Et puis, cette information sportive avant de nous quitter, l'étoile filante de Ouagadougou détrône le Racing Club de Bobo à la faveur de la 25e journée du Face au foot. L'EFO a étrillé le Banqui Sport 3-0 tout en profitant du match nul concédé par le RCB à Koudougou face au BPS 0-0. Les stylistes ont aussi bénéficié du gain de la réserve formulée sur Mohamed Oudraogo lors de la 22e journée contre COSAF. L'EFO est donc première avec 48 points et suivi du RCB 47 points. La 25e journée se boucle demain dimanche avec la rencontre Santos FC contre Canon du Sud au stade municipal de Ouagadougou à 16h. Et c'est tout pour le 20h de ce 18 avril. L'information, c'est aussi à 22h15 et j'aurai le plaisir de vous retrouver. Bonsoir.